Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Podium, c'est le podcast qui vulgarise l'actualité digitale pour les entrepreneurs, comme on vous le dit chaque semaine. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme, comme d'habitude, présent ici pour ce 6e épisode de Podium. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Jérôme ? Alors salut Julien, aujourd'hui 3 sujets comme d'habitude. On va parler d'abord un peu de nouvelles fonctionnalités, d'abord dans Instagram avec des posts collaboratifs, et puis après au niveau des campagnes Facebook avec ce qu'on appelle le Advantage Plus, peut-être déjà vu passer ou pas encore, mais en tout cas on vous le décrypte. Et le dernier c'est au niveau des posts et de l'optimisation des posts pour les gens qui les voient, plutôt que pour les gens qui cliquent dessus. On y reviendra, ça sera le 3e sujet du jour. Exactement. Eh bien, écoute, partons sur le premier sujet alors, qu'on a vu passer sur le blog du modérateur. Comment créer un post en mode collaboration sur Instagram et qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors vous l'avez peut-être déjà vu dans votre fil d'actualité Instagram. C'est nouveau depuis quelques semaines, je dirais quelques mois, mais pas beaucoup plus que ça. Ça vous donne en tout cas la possibilité d'avoir votre post qui s'affiche dans votre compte Instagram, dans le fil d'actualité, et sur le fil d'actualité d'un autre compte que vous avez tagué, identifié. Et donc pour que le post apparaisse des deux côtés, il faut que le collaborateur, donc le post collaboratif, soit accepté de l'autre côté. À partir du moment où c'est le cas, ça arrive des deux côtés, dans le vôtre et dans celui de la personne invitée ou collaboratrice. Ça peut être un post, ça peut être une vidéo, et ça peut aussi être des reels. Donc c'est pas mal quand on sait un petit peu l'impact qu'ont les reels pour le moment, en termes de reach, en termes de visibilité. Voilà, ça permet d'augmenter votre visibilité naturelle plutôt que de garder uniquement votre visibilité auprès de vos abonnés, d'aller vous inscrire un petit peu à l'instar des influenceurs, sauf que c'est de l'influence, mais en tout cas à un autre niveau, d'aller vous inscrire dans un autre fil d'actualité, toucher une autre communauté pour laquelle voilà, ça peut faire sens d'avoir effectivement ce contenu de la marque A qui arrive dans le contenu de la personne ou d'une autre entreprise ici sur Instagram. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt tendance à vous montrer des choses un peu plus consistantes, un peu plus larges. Mais sinon, c'est relativement intéressant. Je sais pas ce que tu en penses toi, Julien, mais de nouveau, pour toucher des nouvelles communautés sans forcément devoir payer, je trouve ça une optimisation qui est intéressante, en tout cas au niveau des fonctionnalités d'Instagram. Ouais, c'est pas mal du tout. Écoute, on avait déjà des marques qui le faisaient en quelque sorte en faisant par exemple des concours croisés ou des posts partagés sur plusieurs pages. Et effectivement, c'était pas toujours simple puisqu'il fallait scaler entre les différentes marques qui participaient à l'action et se dire voilà, mardi à 11h, on publie tous en même temps, on se tag correctement dans l'image, on publie au même moment et sur moi je fais story, moi je fais reel. C'était pas toujours facile. Tandis que maintenant avec ce nouveau mode collaboratif, ça permet voilà d'un clic de publier le même contenu avec le même tagging, le même copy directement sur toutes les pages. Donc ça simplifie vraiment ça. Et nous, c'est ce qu'on conseille toujours dans les médias mix de faire. C'est vraiment un atout qui est très intéressant dans la botte d'un marketeur, c'est d'utiliser des audiences de marques partenaires qui ont à peu près les mêmes audiences que vous et de faire justement voilà des concours croisés. C'est-à-dire vous par exemple offrez un produit ou un service, l'autre marque offre un produit ou un service, et ça vous permet justement d'aller vous toucher l'audience de l'autre marque et de l'autre marque de toucher votre audience. Et donc c'est un truc qu'on a vu fonctionne très très bien pour aller toucher des marques. Et voilà, maintenant c'est simplifié directement par Instagram. Voilà, ça fait des années que les gens le font et maintenant voilà ils mettent l'outil en place pour simplifier tout cela. Donc c'est vraiment un outil qui est le bienvenu. Je sais pas ce que toi t'en penses de ces concours croisés, de ce contenu partagé. Ça peut pas faire de mal. L'idée, c'est toujours ça, c'est toujours d'augmenter ta visibilité plutôt que de parler tout le temps à ta communauté, d'aller parler à d'autres personnes qui peuvent être intéressées, qui peuvent être sensibles à ton contenu, qui le savaient peut-être pas forcément que ta marque existe. Hein, c'est toujours le cas en disant ok, mais tout le monde me connaît. Ben non, c'est pas le cas. Il y a des gens qui te connaissent pas vraiment. Par contre, t'as d'autres personnes qui sont peut-être expertes sur le même sujet que ta marque, qui seraient potentiellement intéressées par ce contenu. Et donc ici dedans. Voilà, c'est une autre manière de faire. Et on le voit, Instagram continue à être hyper actif, hyper dynamique au niveau des nouvelles fonctionnalités. Il y a d'autres choses qui vont arriver et on en parlera dans les semaines qui viennent. Et donc, comme vous parlez d'Adam Mosseri la semaine dernière, je vous conseille toujours d'aller regarder son compte. Il a encore balancé 2-3 informations cette semaine. Ça continue et ça vous montre vraiment le côté itératif, dynamique d'Instagram, beaucoup plus que la maison mère que Facebook, qui a proposé les Reels, on en avait parlé la semaine dernière, mais qui est beaucoup moins dans les petits gimmicks, je dirais entre guillemets, pour les marques. Donc Instagram est vraiment hyper actif, hyper dynamique sur le sujet. Top. Eh bien, écoute, ça nous permet d'embrayer sur le second sujet. Ici, on parlait de partage organique de posts et de collaboration. Si on a besoin d'aller plus loin et de faire des publicités, il y a ce nouvel article de John Loomer qui est sorti, Advantage Plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors ici, l'avantage en suivant quelqu'un comme John Loomer,
où on avait parlé aussi de Bram van der Halen au tout début, c'est que vous êtes au courant de nouvelles choses qui sont peut-être même pas arrivées dans votre business manager. Alors ici, j'ai déjà eu le cas. On travaille pour pas mal de marques, donc on a accès à différents business managers. De temps en temps, vous avez beau avoir les mêmes paramètres, la même connexion Internet, la même adresse IP, deux business managers vont avoir des fonctionnalités différentes. Où un va avoir déjà un rollout avec de nouvelles fonctionnalités, l'autre ne sera pas encore dedans. Et donc ici, ce que propose John Loomer, ce qu'a montré John Loomer, ce qu'il a spoté, c'est ce qu'on appelle le Advantage Plus. Alors, en quoi ça consiste? C'est une manière simplifiée de faire des campagnes de conversion. On l'avait vu précédemment. Ici, on était plus dans un déséquilibre entre la technique et la création, où la création prenait le pas un petit peu sur la technique. Ben ici, c'est une nouvelle manière pour Facebook, pour Meta, d'essayer de convertir un maximum de personnes dans des campagnes en leur disant c'est pas compliqué de faire la publicité sur Facebook, vous n'avez pas besoin de vous entourer spécialement d'experts pour faire les choses. On a une version simplifiée, Advantage Plus, qui va faire les choses pour vous. Vous allez pouvoir cliquer sur des campagnes de vente, des campagnes vraiment de conversion, et automatiquement, nous, Facebook, on va vous proposer des paramètres, que ce soit au niveau des créations, donc des dynamiques créatives, ils vont le mettre par défaut. Au niveau du ciblage, ils vont mettre des choses par défaut. Donc, vous pouvez modifier certains paramètres. Mais en tout cas, ici, dans la volonté de Facebook, c'est vraiment de se dire, on connaît le marché, on sait comment ça fonctionne, faites-nous confiance. On va faire les choses pour vous. Un petit peu la même chose que le principe de liquidité. On a peut-être déjà parlé dans les épisodes précédents. Plutôt que de faire des audiences hyper compliquées en mettant 4 audiences différentes, en mettant 3 contenus différents, en se creusant la tête, en faisant un Excel de dingue avant de faire vos campagnes, ici, on rationalise, on choisit un objectif. Facebook vous dit, laisse-moi faire, c'est moi qui prends le volant, mais donne-moi juste un petit peu d'informations et je vais optimiser les campagnes pour toi. Je te propose déjà des choses qui pourraient bien fonctionner. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de John Loomer au final, c'est que pour des personnes qui ont l'habitude de faire des campagnes, ça va pas révolutionner la donne. C'est pas de la fonctionnalité de dingue. Par contre, pour des gens qui faisaient déjà un petit peu de temps en temps des campagnes, mais qui avaient plus l'habitude de faire des campagnes de notoriété ou d'engagement ou des campagnes de trafic simple, ici ça peut être une valeur ajoutée en disant voilà, il manque le dernier step dans mes campagnes, je sais pas trop comment faire. On vous propose, on vous guide, on vous tient la main, on va faire ces campagnes avec vous. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu vois la même chose au niveau de Google. Est-ce qu'on a une simplification ou une aide qui arrive de plus en plus dans les campagnes? Mais au niveau de Facebook, on se rend compte qu'on essaye de nous faire rentrer dans des cases en disant « Ok, t'es gentil, mais avec ton petit ciblage et tous ces trucs-là, je te propose autre chose. Crois-moi, ça va fonctionner. » Est-ce que tu as la même chose, par exemple, sur Google? Ouais, tout à fait. J'allais faire le parallèle justement par rapport à ça. Sur Google, tu as le même genre de processus. Ils sont en train de simplifier l'accès à la publicité sur Google. Et ils viennent notamment nous lancer il y a peu un nouveau type de campagne sur Google qui s'appelle Performance Max. On pourra en parler dans un autre épisode, qui a pour but aussi de simplifier l'accès à Google Ads, puisque dans Google Ads, comme dans Facebook, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire du display, vous pouvez faire du texte, vous pouvez faire du shopping, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver en Google Ads. Et ici, le Performance Max, c'est un peu comme ici, tu me décris le Advantage Plus de Facebook, c'est-à-dire qu'on va donner quelques intérêts, on va essayer d'expliquer un peu à Google ce que notre audience recherche, et on va lui donner quelques assets, quelques créas, quelques vidéos, et alors Google va aller les distribuer un peu sur toutes ces plateformes, YouTube, Shopping, Search et Display. Donc c'est un peu la même idée ici, c'est laisser faire l'algorithme, donnez-lui de la data, donnez-lui quelques assets créatifs, et l'algorithme va se charger du reste. Donc c'est utile comme pour Facebook ici, comme tu le mentionnes, hein, si vous faites pas beaucoup de campagnes et que vous souhaitiez simplifier la gestion de ces campagnes, eh bien, vous pouvez tester ce genre de campagne. Ce qu'on reproche toujours un peu à ce genre de campagne, c'est un peu leur côté black box, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne connaît pas trop les paramètres. Comment est-ce qu'on optimise ces campagnes totalement automatiques? Comment est-ce qu'on sait que l'algorithme va dans le bon sens? Comment est-ce qu'on peut aider cet algorithme à être plus intelligent? C'est un peu compliqué. Et c'est un peu ce qu'on reproche à ces campagnes ici. Donc si vous commencez dans la pub Facebook ou Google, c'est des choses qu'on peut vous conseiller de faire. Essayez-les, ça c'est vraiment facile à mettre en place. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés ou qui travaillent avec des agences ou des freelances, on essaye en général d'éviter ce genre de campagne et de le faire de manière plus manuelle pour avoir plus de contrôle. Mais je leur laisse le bénéfice du doute, puisque dans certains comptes, on l'a déjà testé, ces nouveaux types de campagnes un peu plus automatisées. Et il y a des comptes sur lesquels on a eu des très bons résultats avec ces campagnes automatisées aussi. Donc on ne crache pas dans la soupe. Tout ce que Facebook et Google fait au niveau automatisation n'est pas mauvais. Il faut leur laisser le bénéfice du doute, ils travaillent énormément là-dessus. Mais voilà, la grande majorité de gestion de campagne un petit peu plus pro, on va quand même aller plus sur du manuel et avoir la touche des experts, comme on dit, dessus. Mais curieux de voir ce que ça va donner. On le testera, on vous fera savoir.
pour voir un peu ce que ça donne, ces nouveaux types de campagnes automatisées. Mais on sent très bien, enfin, tu l'as vu ici avec Facebook et avec Google aussi, on sent que c'est vers ça qu'ils vont, vers la simplification, vers moins d'objectifs, moins de paramètres, une simplification pour laisser faire leurs algorithmes. Donc, peut-être d'ici quelques années, Jérôme, on n'aura plus de boulot, on branchera la carte de crédit et Facebook et Google fera tout seul. Donc ça, on le verra. On n'est pas J'espère encore. que non, hein, mais effectivement, on va vers effectivement une simplification des choses. Tu le disais au niveau des objectifs, c'est ce que fait Facebook. Plutôt que d'avoir un catalogue qui soit trop large, c'est comme un petit peu pour des voitures. Au lieu de te proposer 1000 options, maintenant, on va juste te dire, OK, tout est dedans. Il y a quelques options en plus. Et donc, la valeur ajoutée d'un campaign manager, elle sera peut-être ailleurs. Et donc, à voir effectivement ce que ça donne dans le futur. C'est ça, pour piloter finalement ces algorithmes. C'est ce qu'on dit beaucoup. On a un rôle de pilote, c'est-à-dire que on va, le Boeing est en mode automatique, il avance, et nous on va être là au cas où il y a un souci, ou pour le faire atterrir, ou pour dans les périodes un peu plus difficiles. Donc curieux de voir dans le futur ce que ça va donner, ces différents types de campagnes. Ça me permet d'embrayer sur le dernier article ici, qui n'est pas vraiment un article, c'est un post Facebook d'un gars qui s'appelle Chris Walker, qui est CEO chez Refine Labs. C'est une boîte qui fait du growth marketing pour les boîtes B2B, spécialisées sur les SaaS software qu'on appelle donc software as a service. Et ici, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Et donc, si vous avez la possibilité de le suivre, il partage un tas de contenus extrêmement intéressants sur le B2B notamment. Et ici, il parlait justement des créas sur les réseaux sociaux. Donc, on parlait ici que Facebook va essayer de simplifier l'accès, simplifier la partie créa aussi. Ce que Chris Walker nous dit ici, que je trouve assez important, et je vous le lis, il dit ici la clé pour réussir en social, donc que ce soit en paid ou en organique, c'est d'optimiser pour la consommation native de votre contenu, c'est-à-dire optimiser pour les gens qui consomment ce contenu sur la plateforme. Parce que souvent en marketing, on a tendance à optimiser les créas et les copies pour que les gens quittent cette plateforme, cliquent sur notre pub et viennent sur notre landing page pour rentrer dans notre cycle de vente et dans notre funnel. Et ce qu'il dit ici, c'est très vrai. Quand on y réfléchit un petit peu et qu'on prend un peu de recul, c'est de se dire ici, le taux de clic moyen sur LinkedIn, il est de 0,5% plus ou moins, et sur Facebook, on peut dire que c'est à peu près 1%. C'est-à-dire que finalement, on va optimiser nos créas, nos vidéos, nos images, nos photos, nos textes pour 1% des gens qui vont cliquer pour venir sur notre landing page, où on aura travaillé notre contenu, on aurait fait des tests. Mais quid des 99 personnes qui n'ont pas cliqué sur notre pub? Est-ce que ces 99 personnes ont eu mon message? Est-ce qu'elles ont eu l'information que je voulais leur faire passer? Et donc, ce qu'il conseille ici dans son post, et je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est plutôt que d'optimiser pour un taux de clic, pour avoir des gens sur votre landing page, eh bien, pensez à optimiser votre créa pour que les gens qui ne vont pas cliquer aient quand même cette information. Produisez du contenu pour qu'il soit consommable sur la plateforme sans nécessairement cliquer. Parce qu'on se rend compte dans le processus d'achat, et notamment en B2B, ça prend énormément de temps. Les gens consomment du contenu et vont très peu cliquer. On le voit sur LinkedIn, les gens cliquent très peu. Par contre, ils ont eu l'information dans votre contenu et peut-être convertiront plus tard quand ils le voudront. Et donc, je trouvais ça extrêmement intéressant ici. C'est vrai qu'on optimise toujours au clic, à la performance, à amener des gens qui vont convertir. Mais est-ce qu'on optimise réellement pour les gens qui vont simplement voir ce contenu? Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Jérôme, qui est plus dans le social que moi. Qu'est-ce que tu penses de ce postulat que prend Chris Walker ici? De nouveau, c'est un peu comme l'article qu'on avait juste avant. C'est des choses qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Ce que tu attends d'une campagne de trafic, c'est que les gens cliquent. Et donc, ce que tu vas mesurer, si moi je dois le mesurer de manière basique, quand je fais un reporting à un client, c'est le nombre de clics, c'est le coût par clic, c'est le click-through rate, ce genre de choses. Je vais le regarder de manière très performance et moins consommation de contenu. Ce que toi, tu vas faire aussi dans tes campagnes de Google Ads. Donc, toi, c'est très compliqué de se dire, voilà, à partir du moment où on a peu de clics, est-ce qu'on peut dire que la campagne a quand même été un succès? Est-ce que les gens ont consommé du contenu? Est-ce que l'enjeu était finalement d'amener les gens vers le site? Ou est-ce que les gens devaient d'abord consommer du contenu? T'en parles ici au niveau du B2B. On l'a déjà vu pour certains clients sur lesquels on a bossé ensemble. Avant qu'un client prenne sa décision finale, c'est pas juste le clic, c'est pas juste la vidéo qu'il va regarder, ça prend du temps et ça prend des mois. C'est pas aussi direct que dans du B2C. Les choses sont beaucoup plus complexes ici dedans. On va plus être dans de la recommandation, de la visibilité des choses. Et donc, de temps en temps, effectivement, ce que tu racontes est intéressant. Et de nouveau, c'est toujours des états d'esprit et des choses à tester. De dire ce qui, moi, va m'intéresser, c'est vraiment que les gens aient consommé mon contenu, que les gens aient cliqué. Ils cliqueront à un moment ou à un autre. Ils avont peut-être par d'autres manières, par d'autres moyens. Et donc, de nouveau, un piège, je veux dire un piège ou un écueil qu'il faudrait éviter, c'est de considérer que chaque
channels, chaque manière de faire la communication se suffit à elle-même. On sait très bien que les gens vont arriver peut-être 1 mois après, 2 mois après, via du search en direct. Ils auront vu la publicité, mais ils n'auront pas cliqué. Pour autant, est-ce que c'est un drame en soi? Donc ça pose la question, et c'est effectivement des stratégies de contenu, des stratégies de mix qui rentrent ici dedans et qui sont pas évidentes, surtout quand on doit faire des reporting à des clients. On dire ok, est-ce que ça a fonctionné? Non, effectivement, la campagne de clic a pas performé de dingue. Et donc voilà, il y a d'autres manières de mesurer les choses après coup avec X temps, mais on ne pourra pas l'attribuer directement aux réseaux sociaux. Donc, Et tu viens de mentionner le bon mot attribuer. Et c'est ce que Chris met ici dans son article et qui est extrêmement vrai. C'est-à-dire, il met ici les marketeurs en B2B ont adapté leur stratégie en social basée sur ce qu'on faisait en Google avant. C'est-à-dire, on va optimiser les annonces Google pour avoir un maximum un taux de clic maximum sur nos annonces pour amener un maximum de trafic. Et les marketeurs en B2B on fait la même chose en social, c'est-à-dire on va optimiser pour avoir un maximum de clics. Et maintenant, comme tu le disais, au niveau de l'attribution, c'est-à-dire que les marketeurs se retrouvent pieds et poings liés puisque ils doivent absolument prouver maintenant, après chaque campagne, après chaque semaine, après chaque mois, après chaque dépense, que cette campagne qu'ils ont fait ont généré des clics, ont généré des leads, ont généré du trafic sur le site. Et non plus se dire, voilà, est-ce que les personnes, mes cibles potentielles en tant que client, est-ce qu'ils ont consommé mon contenu? Non, c'est plus ça qu'on regarde. On se dit, voilà, je vais juste regarder ceux qui ont cliqué, qui sont venus sur mon site, qui ont téléchargé mon PDF. Et donc, finalement, les marketeurs se retrouvent pieds et poings liés. Et c'est tellement venu dans la norme maintenant de se dire, en digital, on peut tout mesurer. Quand on fait une campagne, eh bien, c'est pour amener du trafic et c'est pour amener des conversions tout de suite, que maintenant, les dirigeants d'entreprise, et les dirigeants même de petites marques ou de PME s'attendent. Voilà, on va mettre 100 € en Facebook. Je veux voir demain qu'on me prouve que ces 100 € m'ont ramené des clients. Et donc, c'est ça, c'est dans un cercle vicieux qui finalement, on court après des leads, on court après voir en Google Analytics si ça marche, voir dans Facebook Analytics si ça fonctionne. On veut toujours voir si ça fonctionne à très court terme. Et donc, on se retrouve un petit peu pieds et poings liés. Et on ne se pose plus la question, tiens, tous ces gens qui ont besoin de temps, tous ces gens qui ont vu mon contenu, est-ce que ces gens-là, mon contenu est adapté pour eux? Donc, je trouvais vraiment une approche intéressante, mais comme tu le dis, ça demande un changement de mindset, ça demande un changement de stratégie en interne, et ça demande surtout de changer les métriques qu'on regarde. Comment est-ce qu'on va définir qu'une campagne ou qu'une action a fonctionné? Est-ce que ça va être le taux de clic ou le nombre de clics ou le nombre de personnes qui ont téléchargé le PDF? Ou est-ce que ça va être le nombre de personnes qui vont vous envoyer des messages dans les 3 mois suivants en disant « Ah ben tiens, j'ai vu ta pièce de contenu, c'est vrai que c'était intéressant. » Et on peut le dire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici avec le podcast. Pour ceux qui nous regardent assidûment, on découpe des petits morceaux qu'on publie sur différents réseaux. On le voit, ici on en a encore discuté, on a 3 pauvres clics sur certaines vidéos. On a 100 vues sur certaines vidéos, d'autres marchent un peu mieux. Mais ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on optimise du contenu pour qu'il soit consommé sur ces plateformes. On n'optimise pas pour des clics sur un site. On ne vend rien directement derrière. Par contre, on a pas mal de gens qui viennent en message privé nous dire « Tiens, j'ai vu ton article, j'ai vu ce sujet duquel vous avez parlé, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut en discuter? J'ai vu que vous parliez de TikTok. Tiens, j'aimerais faire du TikTok. » Et ça vient comme ça. Mais il n'y a aucun outil d'attribution, aucun analytics, aucun outil technique qui va jamais nous permettre de voir que cette personne-là a converti aujourd'hui, nous a contacté parce qu'elle a vu tel ou tel contenu qu'on a posté il y a 2 mois. C'est pas possible. Et donc, il faut essayer, je pense, en 2022, de sortir un petit peu de cette attribution et de vouloir toujours tout attribuer, chaque centime, et d'avoir une vue un peu plus globale et de se dire, voilà, on a fait ce contenu pendant 3 mois, est-ce qu'on a plus de ventes et de revenus au global, sans se dire, voilà, est-ce que ces gens ont été convertis? Donc, je trouvais vraiment ce post de Chris Walker extrêmement intéressant parce que ça permet aussi de mettre un peu en perspective notre boulot au jour le jour et comment on envisage finalement ce customer journey dont on parle tout le temps. Mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment à ce customer journey ou est-ce qu'on s'en fait une idée marketing de ce customer journey? Donc, vraiment très, très intéressant. Je vous invite à aller le suivre. On parlera encore de lui dans d'autres podcasts parce qu'il publie un tas de contenus super intéressants. Donc voilà, Jérôme, ici, il est temps qu'on réfléchisse nos stratégies de contenu. Exactement. Eh bien, super, je te remercie pour cet épisode, un format un peu différent des autres. Ici, on était moins sur des articles et plus sur des posts qu'on va aussi passer. Ça nous permet d'adapter un petit peu les formats, pas toujours faire que de la news qu'on voit sur des sites de news, mais aussi parfois quand on voit passer des posts de gens intéressants sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on vous les partage. Donc, on espère que ça vous plaira et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut Jérôme. Salut Julien.